La pauvreté n'est pas un bien à partager, mais plutôt un ennemi à combattre. C'est par cette réflexion que nous ouvrons notre numéro du jour. Comment combattre la pauvreté? C'est à travers nos actions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Et j'ai le réel plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros de votre magazine axé sur les questions de l'ère, notamment la dépréciation de notre monnaie nationale, le franc congolais, face aux devises étrangères. Et l'incident de cette descente aux enfers de notre monnaie nationale dans le panier de la ménagère ou bien au niveau du pouvoir d'achat de commun des mortels. Autre question que nous aurons à relever au cours de notre débat du jour, nous allons essayer de parler de la dernière sortie médiatique de la SEMCO. La SEMCO, vous le savez, une déclaration qualifiée de tranchante pour les uns et puis pour les autres, c'est juste une démarche pouvant contribuer à la libération de notre pays. Et de l'autre côté, la question relative à la nationalité de Moïse Katumbi, l'autorité morale de méga plateformes, donc le rassemblement, commence à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et enfin, nous allons parler de la question relative à la position de la communauté internationale face à notre pays, donc la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, autant de questions qui constitueront, si vous le voulez, la charpente même de notre magazine du jour. Alors, pour en parler sur ce plateau, monsieur l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, il est le président d'un parti politique membre de AR, une plateforme politique que l'on pourrait retrouver au sein de ce regroupement politique appelé le Rassemblement. Alors, sur ce, nous allons continuer notre débat en disant bonsoir à notre cher invité. Oui, bonsoir. Et bienvenue. Si vous me permettez d'ajouter, je vous en prie. Mon parti, c'est le Front Citoyen pour la République. Merci. FCR en sigle. Et j'ajoute que je suis aussi le secrétaire exécutif de l'Alternance pour la République, AR, qui est partie prenante, membre effective du Rassemblement. Alors, d'entrée de jeu, votre point de vue singulier face à ce qui se passe dans le secteur, le méandre économique de notre pays. Comme je l'ai dit au cours de mon introduction, la dépréciation de notre monnaie nationale face au dollar américain. Pour vous, Président, quel œil vous avez par rapport à cette question? Ou bien, comment devrions-nous faire pour y remédier à cette situation qui aujourd'hui rend de plus en plus le Congolais vulnérable? Il faut dire sincèrement que l'histoire se répète. Il y a plus de 20 ans, pratiquement 20 ans, lorsque M. Mobutu, alors président de la République démocratique du Congo, pardon, le président du Zaïre, refusait, s'était entêté de ne pas se conformer à la volonté du peuple souverain qui a tracé la ligne de la libération, du changement et de l'alternance dans la conférence nationale souveraine. Il a voulu régler la question à sa manière. Ça a tellement pris du temps, ce qui a fait que tout le monde était devenu millionnaire. En République démocratique du Congo. En République du Zaïre. Du Zaïre, excusez-moi. En République du Zaïre. Donc on pouvait acheter un pain à 1 million de francs. Ça veut dire que pour aujourd'hui, l'économie s'est arrêtée. L'informel a tellement surpassé le formel qu'aujourd'hui, il n'y a pas la production, et c'est vrai. Et puis aussi, il n'y a pas la fraude, il y a la corruption instituée en système dans notre pays, et c'est ce qui fait que tous les paramètres macroéconomiques sont au rouge. Et le fait de ne pas être en partenariat avec les institutions internationales de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ça met le pays à genoux. Et le politique, dans son souci de pouvoir s'accrocher au pouvoir, fait que le regard n'est plus porté sur l'économie de notre pays. Et cela nous amène maintenant à une dépréciation de la monnaie, le flottement du franc congolais qui ne peut plus résister face aux devises étrangères. Et ça envenime les conditions de vie des populations. Quand vous avez parlé du panier, nous n'avons plus de panier dans ce pays de la ménagère. Nous étions jusque-là dans les sachets de la ménagère. Aujourd'hui, le pain qu'on transportera par la main, peut-être 100 mètres dans les sachets, il va coûter trop cher. Et là, nous voyons seulement l'aspect alimentaire.
mais les conséquences sont aussi sur le plan de la santé, de l'éducation des enfants. C'est une manière de désarmer le peuple. Et puis la tendance d'un certain moment de nos responsables qui pensent qu'il faut laisser le peuple affamé. Il ne faut pas améliorer les conditions de vie, comme ça ils viendront commander. Mais je crois que c'est une erreur parce que personne... J'aimerais rebondir sur votre argumentaire de tantôt, Président. Le gouvernement a justifié cette dépréciation par ce qu'on peut qualifier en termes techniques le choc exogène. On a estimé que notre économie étant dépendante de l'extérieur, justement la baisse de cours de matières premières au niveau du marché international, c'est ce qui a fait que notre pays puisse sentir le coup. C'est un argument justifié? Pas tellement, parce que nous avons toujours répété à nos chefs, à tous ceux qui dirigent le pays, que toutes les puissances du monde sont d'abord agricoles. Et comme on néglige l'agriculture dans ce pays, et ils se sont branchés du côté minier. Effectivement, il y a eu la baisse des matières premières, mais nous apprenons qu'il y a la hausse, mais le problème n'est pas tellement ça. Il y a aussi la corruption. Est-ce que toutes les recettes du Congo, vous avez suivi dernièrement le ministre avant-hier, le ministre de l'économie en visiting au niveau de Kasumbalesa, ben, il était inconsolable, des larmes chaudes, en disant que c'est de la fraude institutionnalisée à Kasumbalesa. Les mêmes gens qui nous donnent des leçons, mais ils sont complices. Comment voulez-vous que l'économie s'améliore, les conditions de vie de la population également puissent se normaliser lorsque c'est la corruption, lorsqu'il y a des gens qui ne payent pas la douane et lorsqu'il y a évasion de devises qui sortent de notre pays? Vous avez appris qu'ils ont fréquenté Panama et beaucoup d'autres des îles Vierges pour déposer l'argent, oui, compte offshore, voilà. Alors justement, je reviens, vous êtes président d'un parti politique FCR, donc le Front Citoyen pour la République. L'action de l'opposition, c'est des contrôler, s'il faut le dire ainsi, l'action gouvernementale. Essayer un peu d'exercer une certaine pression. Du point de vue de proposition, du point de vue constructif que propose le Front Citoyen pour la République et qui propose le rassemblement du point de vue à court terme pour sortir tout de même le pays dans cette crise qui ne dit pas à son nom. Non, nos propositions vont rester dans les tiroirs, sûrement parce que il y a un mécanisme institué par le Parlement. Je suis également député. Chaque fois qu'on a tenté d'interpeller un ministre, la majorité s'interpose, refuse qu'on interpelle un ministre. Chaque fois qu'il y a eu un ADG ou un responsable d'entreprise qui est dans les magouilles, les pouvoirs les protègent. Les motions sont rejetées, comment voulez-vous qu'on avance? Parce que j'ai dit que la corruption a été institutionnalisée. C'est ça le problème, il n'y a pas de volonté politique de voir les Congolais vivre dans de bonnes conditions. C'est un problème de volonté politique. Est-ce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils se posent un seul instant comment les Congolais mangent? Je ne crois pas. Ils sont prêts à acheter des armes, ils sont prêts à se construire des châteaux, à changer de belles limousines. Mais est-ce que le quotidien du Congolais les préoccupe? D'abord, quelle est la solution? La solution passe par l'alternance. Nos amis ont démontré pendant 10 ans de pouvoir, on peut même aller jusqu'à 15 ans, mais 10 ans de pouvoir, le bilan sur le plan économique, social, c'est un fiasco. Alors, ma toute dernière question du point de vue économique est celle-ci. Matata a laissé ce pays avec un budget modique d'à peine 3 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, un opposant à la tête de l'exécutif ramène ce budget à hauteur de 7 milliards de dollars. Quelque chose à saluer, à applaudir de demain. Moi, je ne peux pas applaudir parce qu'il n'atteindra pas ces montants. Ce sont des maquillages. Ce sont des maquillages. Matata qui a chanté à la longueur de journée sur tous les toits des immeubles ici à Kinshasa en disant que c'était une croissance à 2 chiffres. Comment pouvez-vous expliquer que juste quand il lâche, tout dégringole, tout devient, le rouge s'allume partout? Il y a eu de maquillage. Et je suis certain que mon frère, le Premier ministre Tchibala,
Il n'est pas là pour améliorer la situation. Il est là parce qu'il y a un enjeu qui préoccupe le chef de l'État, comment chercher à contourner, à dribbler même le peuple pour se repositionner. Comment dribbler le peuple pour se repositionner? Votre réponse de tantôt me pousse à vous poser cette question. La dernière sortie médiatique de l'Église catholique appelle la population à se prendre en charge à travers le mécanisme de l'article 64 de notre Constitution, qui appelle la population à des mobilisations, à manifester par rapport à certains faits qualifiés de l'anticonstitutionnel. Est-ce que ce n'est pas une déclaration qui va embraser ces pays, qui appelle par exemple la population à aller, je ne sais pas moi, peut-être qui va les contrôler si jamais demain la population s'adonnait à de telles pratiques? Il faut d'abord saluer l'Église catholique. Et ils ont démontré qu'ils sont vraiment des serviteurs de Dieu et qui peuvent défendre la cause de notre peuple. Et ça resterait une grande interpellation pour l'Église du Christ au Congo, dont je suis membre. Il y a trop de froideur là-bas, ils doivent aussi donner leur position. Et ça, je le sais, je le dis, parce que je me sens préoccupé par l'essor de notre peuple, comme l'Église catholique. Il faut saluer ce courage des hommes de Dieu. Et c'est un droit, ils ne font pas la politique. Nous avons été au dialogue. Monsieur Kabila a terminé son mandat de président de la République. C'est terminé, il n'a plus de légitimité, il n'a plus de légalité. Mais parce qu'il a refusé qu'on organise les élections, il a refusé qu'il y ait des élections. Alors, l'Église, la Cinco, les évêques de notre pays ont pensé, et toute la classe politique, avec le Conseil des pays voisins et de la communauté internationale, il faut un dialogue, les honneurs, parce que, après tout, il a d'une manière ou d'une autre joué un rôle dans ce pays. Vous savez, à un moment, le pays était disséqué totalement, mais par son courage, le pays a été unifié. Le dialogue, c'est pour qu'il sorte par la fenêtre. La grande porte. La grande porte, s'il vous plaît. Peut-être que la fenêtre va arriver. Mais, à notre grande surprise, alors qu'on attendait du garant de la nation, pour ce que les autres ont appelé des points de divergence, et qui devaient aller dans le sens de notre peuple, dans le sens voulu par la communauté nationale, il va provoquer une signature d'un arrangement particulier propre à lui. Et l'Église catholique, qui a béni, qui a suivi, qui a présidé les travaux, ne s'est pas retrouvée, ainsi que l'opposition qui est proche à notre peuple. Ça veut dire quoi? M. Kabila refuse de sortir par la grande porte. Et l'article 64 que nous brandissons là-bas, et nous appuyons totalement l'Église catholique, c'est parce que s'il ne veut pas sortir par la porte, et nous allons l'aider à sortir par la fenêtre. C'est ça l'article 64. Alors il ne faut pas nous pousser à aller jusque-là. Parce que le peuple a son droit. Mais il faut aussi assumer les conséquences qui adviendra. Les conséquences, c'est qu'il y aura des effets, des dégâts collatéraux. À un moment donné, la République centrafricaine était ingouvernable. Oui, je veux bien, mais qui nous amène dans cette ingouvernement? Aujourd'hui, la Libye est dans une situation chaotique. Je veux bien, la Libye, tous les exemples sont là. Et les exemples sont légion. Mais qui nous amène là-bas alors que M. Kabila est conscient, en âme et conscience. Il sait que son mandat est terminé. Mais qu'est-ce qu'il fait au sommet de l'État? Il cherche qu'on l'évacue. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il n'a plus d'inspiration, il n'a plus rien à nous proposer pour qu'on aille de l'avant. Saint-Paris, vous avez l'expérience de 5 chantiers. Tous les chantiers n'ont pas fonctionné. Ce n'est pas les morceaux de route qu'on a plantés à Kinshasa ici qu'il faut effrayer les gens. Comparativement à Mobutu, c'est un échec. La fameuse révolution de la modernité qui est venue, c'était de la poudre aux yeux. On ne s'est pas retrouvé. Alors, dans ces conditions-là, pourquoi chercher à s'entêter? Vous qui êtes d'une de ces pays, vous voulez que les sangs coulent, pourquoi? Et vous voulez qu'on te suive, pourquoi? Nous n'allons pas accepter. Si vous venez à peine de nous joindre, je rappelle que votre magazine a reçu sur ce plateau l'honorable Bertrand Ewanga, président d'un parti politique de l'opposition dénommé Front Citoyen pour la République, parti membre de l'alternance
pour la République, une plateforme politique, membre du Rassemblement. Justement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec lui, nous sommes en train de faire le point sur les questions brillantes ou bien le point saillant de notre société, la République démocratique du Congo. La majorité présidentielle se réunit hier pour une déclaration qualifiée de partialité. L'Église catholique devrait être une église au milieu du village. Pourquoi prendre la position ou bien pourquoi se rapprocher ou ce rapprochement ostensible vers l'opposition? Non, moi je crois que l'Église catholique est effectivement au milieu du village. Ces gens de la majorité, ils n'ont plus d'inspiration. Et je crois que l'Église catholique, quand elle parle de conditions socio-économiques, il n'y a pas de politique là-bas. Dépréciation de la monnaie. Il n'y a pas de politique. La sécurité qui envahit le pays. Notre pays aujourd'hui est devenu un passoire. Vous avez à Beni à peu près 10 000 hommes. Et puis il y a une prison à 15 heures. Évasion. Vous pouvez comprendre ça? Et puis maintenant, on nous dit qu'il y a une rébellion dans le nord Kivu. Mais à un moment, on se pose, c'est pourquoi on se dit des évasions apparemment programmées. Et si ce n'est pas apparemment programmé, il y a alors l'incompétence qui a été... vous voulez dire que Kabila avait joué à la politique de la terre brûlée? Mais à partir du moment où il n'est pas à l'écoute de son peuple, à partir du moment où son mandat est terminé, il veut ça. Mais pourquoi s'en prendre à lui? Nous avons, du point de vue constitutionnel, notre constitution considère la CENI comme étant des organes d'appui à l'indépendance. Ce n'est pas le gouvernement qui organise, à la démocratie, pardon, ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections, c'est la CENI qui organise les élections. Corneille Nangaa nous parle qu'aujourd'hui la CENI atteint le cap des 30 millions d'enrôlés sur les 41 millions attendus. C'est quelque chose d'applaudir. Alors il faut patienter, attendre que la CENI organise les élections. La CENI aujourd'hui est considéré comme un bouc émissaire. Un bras séculier. Un bras séculier des irresponsables qui n'ont pas pu respecter la Constitution, des irresponsables qui veulent s'accrocher au pouvoir. Toute cette majorité-là et considère la CENI comme un pour justifier. Comment la CENI va organiser les élections? Du point de vue technique, je suis d'accord avec vous, mais du point de vue financier, c'est le gouvernement. Mais comment sont organisées les finances du pays aujourd'hui? Vous avez cité Matata. Avant que Matata ne passe, il y a eu des ordonnances en sourdine qui n'ont même pas été publiées, nommant le responsable de la DGI, de DGRAD, FPI, là où l'argent sort. Et cet argent doit sortir pour financer la CENI. Il a mis ses hommes, Matata a placé ses hommes là-bas, avec la bénédiction du chef de l'État. La Banque centrale est gérée par un homme du chef de l'État. Les finances, ministère des Finances, par un homme du chef de l'État. Les mines, par un homme du chef de l'État. Ça veut dire quoi? Le ministère de Souveraineté. Cette question a été aussi évoquée... Je voudrais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Demander que le gouvernement... C'est pourquoi dans le dialogue, nous avons voulu qu'on nous donne le gouvernement et le CNSA. Parce que le Premier ministre allait d'abord exiger que toutes ces ordonnances clandestines soient supprimées. Bruno Tshibala se réclame toujours comme étant de l'opposition. Non, Bruno Tshibala a été désigné par un raccourci. L'accord est clair. Le Premier ministre est présenté par le Rassemblement. Le chef du Rassemblement qui a signé l'accord s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est connu de tous. C'est à la dernière minute, dans l'esprit de dribbler la population, qu'ils ont fabriqué ce qu'ils appellent le rassemblement à haie. Non, il n'y a pas de L. Hein. C'est le rassemblement Kasavubu à haie des kabylistes qui ont pu produire, mon ami Bruno Tshibala, bien qu'il soit ancien de l'UDPS. Donc je vais vous dire que le financement électoral dépendra de la volonté du président Kabila. Et lui demander, lui qui veut s'accrocher au pouvoir, qui lui dit de financer les élections pour qu'il quitte le pouvoir, nous en avons pour beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est le conseil que je donne à Nangaa.
Attention, M. l'abbé Maloumalou a occupé le même fauteuil. Nous savons ce qui lui est arrivé. Il doit démontrer sa capacité de pouvoir s'affirmer comme un grand patriote. Parce que maintenant, il est devenu le bouc émissaire. Ça sont des menaces ou bien... Non, c'est la vérité, parce que si ça ne va pas, les jours que nos peuples prendront ses responsabilités, lui, il risque d'être concerné par la question. Alors peut-être vous aussi, vous êtes en partie responsable. Quand je parle de vous, vous, du rassemblement. Votre autorité morale étant déjà condamnée, pourquoi tout ramener sur sa personne? Je veux parler ici de M. Moïse Katumbi, votre candidat à la présidence de la République. Pourquoi candidat, s'il vous plaît, ne créez pas la confusion. Il n'est pas le candidat du rassemblement. Parce que le rassemblement n'est pas une plateforme électorale. Il est, jusqu'aujourd'hui, le candidat au présidentiel pour le G7 et l'alternance pour la République. Alors, et ça doit être compris. Parce que de l'autre côté aussi, nous savons que Félix Tshisekedi aussi exprimera aussi ses ambitions. Hein, justement. Alors, pourquoi tout ramener à la personne de Moïse Katumbi? Parmi vous, il y a des hommes outillés aussi. Hein, quand, par exemple, les noms de Moïse bloqués constituaient un blocage, pourquoi vous ne devriez pas aller au-delà de cette question? Pourquoi cette insistance? Est-ce qu'il y a d'autres manœuvres derrière cela? Non, d'abord Moïse Katumbi, c'est un Congolais. Non, c'est prouvé par le ministre de la Justice que Moïse Katumbi détient la nationalité italienne. Ne suivez pas ces réactions épidermiques. D'abord, vous dites ministre de la Justice, nous exigeons sa démission. Vous voulez comprendre qu'un ministre de la Justice d'un pays qui est sous mandat, il a une plainte poursuivie pour les cas de crimes contre l'humanité et les cas de fraude impôts au niveau de la Belgique. Ça ne symbolise pas la justice. Non, jusque-là, il y a la présomption d'innocence. Hein? Mais la présomption d'innocence, il est cité. Vous avez vu en France, des ministres ont démissionné dans le gouvernement Macron, justement parce qu'il est cité dans l'affaire des agents fictifs ou des agents au niveau du Parlement européen. Alors, justement, Moïse Katumbi n'a pas sa carte de lecteur, hein, il ne s'est pas enrôlé. Donc c'est là le préjudice comme étant candidat, il ne va pas postuler parce qu'il n'a pas sa carte. Alors pourquoi ne pas changer déjà vous au niveau de l'AR et du G7? Nous n'allons pas changer déjà à cause des émotions des individus. Moïse Katumbi n'a pas un problème de double nationalité. Le problème c'est que Moïse Katumbi fait peur. Toutes ces gesticulations, hier c'était il a des mercenaires. Hier, je suivais encore le ministre de la Justice. Cette question refait surface. Hein? Top presse. On lui dit, mais où sont les mercenaires? Il dit, c'est sous enquête. Nous connaissons quand ils disent enquête, c'est qu'ils n'ont plus d'arguments. Et puis aussi, c'est un problème de l'immeuble. L'Église catholique a mené des enquêtes, même s'ils disent que ce n'est pas une juridiction judiciaire, mais il s'avère que le propriétaire de la maison, c'est M. Katebe Katot, c'est pas lui. Mais parce que... Toujours radié de votre plateforme. Non, lui on l'a déjà chassé de la plateforme. Non, il a été radié. Mais maintenant, il faut chercher des poux sur sa tête. Maintenant, ils ont inventé l'histoire de deux nationalités. Vous allez voir, nous nous sommes préparés, nous avons documenté. Mais le premier ministre était cohérent dans son argumentaire. Il avait même des pièces qu'il a brandies aux médias, comme quoi que Moïse réellement il est de la nationalité italienne. C'est faux, c'est fabriqué. C'est faux. Le montage d'assez pouvoirs ici. Je vais vous dire, je fais ma cala. De nombreux innocents. Heureusement, il y a eu le vent de moins d'entraînement qui est passé. Mais de nombreux innocents qui croupissent en prison, ce sont des montages. Moi, que certains individus sont allés rapporter au président de la République et que je l'ai insulté, moi un ancien gouverneur, un élu du peuple, je ne peux pas outrager un chef. Outrage au chef de l'État. Ils ont façonné, fabriqué dans la cour, à la Cour suprême. J'ai demandé au juge, montrez-moi, ils ont fait passer la vidéo. Est-ce que vous pouvez me montrer là où j'ai insulté le chef? Ils n'ont pas eu d'argument. Ce sont des montages. Récemment, c'était la même chose avec le vieux Kyungu. Lui aussi, il a réclamé la vidéo. Oui, mais il y a même un garçon qui était arrêté en prison pour le compte de un monsieur là.
Il a fait 7 ans en prison. Alors que ce n'était pas lui. Ce sont des montages, la police et autres, la NER, monte des scénarios, ainsi de suite. On vous condamne. Alors, cette histoire est M. Katumbi, M. Mouyambo, M. Diomi Dongala. Ce sont des machinations parce qu'ils font mal. Franck Diongo, ils font mal et pour régler les comptes, parce que la justice dans notre pays est devenue un instrument d'oppression. C'est une machette pour couper la tête des opposants. C'est un instrument de déstabilisation pour étouffer les gens. Ça ne fait pas honneur pour un pays qui se dit République démocratique du Congo, avec une justice sous ordre, une justice qui n'est pas indépendante. Alors, la justice congolaise n'est pas indépendante, comme vous venez bien de le signifier, mais du moins, il y a aussi un problème. Un problème lié au rapatriement de la dépouille mortelle de votre... donc le président Tshisekedi, c'est lui-même le géniteur du rassemblement. L'heureuse mémoire. Aujourd'hui, on vous accuse, vous du rassemblement, vous voulez utiliser son corps comme une arme de pression contre le pouvoir, laissez-moi terminer, contre le pouvoir en place. Est-ce moralement, ça vous dérange pas? Non, le pouvoir a inutilement peur. Inutilement peur. Tshisekedi Wamulumba est venu dans ce pays. Il y a eu plus de 2 millions de personnes pour l'accueillir. Est-ce qu'on a cassé une seule boutique? Rien. Tshisekedi Wamulumba a organisé ici à côté, en face du stade, un méga meeting. Est-ce qu'on a cassé une seule boutique? Non. Mais le pouvoir a peur. Le pouvoir a peur parce que le mandat est fini. Ils sont dans l'illégalité. Ils ne savent pas les secrets de notre peuple. Peut-être une réaction. Tshisekedi doit être honoré. Quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie, qui a refusé tous les honneurs, qui a refusé tout l'argent de ce pays, toute richesse, pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Il restera à jamais notre modèle. Dernièrement, à la demande du pouvoir, sûrement qui voulait gérer le 30 juin, parce que nous avions notre conclave qui devait se clôturer le 30 juin. Et vers le 8 juin, ils nous ont contactés ils ont contacté. On a parlé d'une concession de Tshisekedi en scellé. Fait prêt. Maintenant, il était question que le ministre de l'Intérieur, au nom du gouvernement, c'est quand même une grande personnalité de ce pays qui est décédée, nous avons besoin de notre police qui doit assurer la sécurité, on ne sait jamais. Et voilà que le téléphone du ministre de l'Intérieur, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sonnait toujours aux abonnés absents. À la dernière minute, nous avons été en réunion, l'UDPS a présenté des excuses, parce que parmi nous, il y a des gens qui ont dit qu'ils veulent nous endormir. Et on a dit qu'il faut les amener jusqu'au bout. Maintenant, la mauvaise foi, ce n'est pas nous. Nous voulons que notre Père, notre idole, puisse dormir calmement sous le sol de ses ancêtres. Et c'est ça qui va nous donner beaucoup d'inspiration. Lorsque nous savons que son tombeau est là, on peut aller s'incliner et ça nous donne l'énergie. Ils ont refusé. Et en refusant que le corps de Tshisekedi arrive, nous nous organisons pour que ce corps arrive et qu'on l'inhume. Donc ce n'est pas de notre côté, on ne peut pas marchander la mémoire de notre leader. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la peur. La peur est allée dans leur camp, à traverser la rive, et ils croient qu'à l'arrivée du corps, parce qu'il y aura des mobilisations, effectivement, il y aura de multitudes de gens, et ils ne savent pas est-ce qu'on saura gérer, c'est pourquoi ils bloquent la machine. Alors, mais tu sais que Dieu reviendra. Voilà, sur cette question s'ajoute encore pas mal de questions qui ne font que augmenter la pression. La pression ne font que, justement, ne fait que monter de cran. Notre souci aujourd'hui, c'est de chercher comment désamorcer cette bombe, s'il faut que je la qualifie ainsi. Alors, parmi les questions qui fait encore monter la pression, il y a aussi la tragédie kassaïenne. Et pour le gouvernement, il y a des tireurs de ficelles même au niveau de l'opposition. Voilà pourquoi les noms de monsieur Clément Kankou a été cité. Ils avaient dit que la liste était... Justement, ils ont dit que la liste est exhaustive. Il y a pas mal d'acteurs, d'opérateurs politiques de l'opposition. Ils seront cités. Alors aujourd'hui, vous avez aussi un point de
vie à émettre, président Ewanga, par rapport à cette question, parce qu'aujourd'hui, c'est cette question aussi qui fait en sorte que la communauté internationale puisse réagir, demander une enquête internationale, autant d'éléments autour de cette affaire. D'abord, c'est une honte pour nous, une humiliation. Nous sommes couverts de nos pauvres. À quelques 3 ans du 60e anniversaire de notre indépendance, l'indépendance de notre pays, voilà qu'il y a eu tout le programme de gouvernement passé, il y a eu 5 chantiers, il y a eu la révolution de la modernité. Je ne sais pas si vous pouvez me citer un seul exemple dans le Kasaï comme dans l'arrière-pays. Et le Kasaï, le record de réalisation du régime, ce sont les fosses communes qui se recrutent, excusez-moi, qui se recrutent dans toutes les provinces du Kasaï. On parle de plus de 41 fosses communes. Je crois que la liste va s'arranger. C'est pour dire que c'est un échec. Parce que ce qui est grave, non seulement on cite les Camerounais Sapo, on cite aussi notre armée et notre police. Alors que l'incident était bénin, un problème de succession. Mais le gouvernement parle du terrorisme. Non, ça c'est quand il manque d'arguments. Les Lucha, c'était aussi des terroristes. Vous savez ça? Un des ministres a claironné ici que c'était un mouvement terroriste. Il a été contredit de manière sèche par M. Kabila Goma en disant que je ne vous ai jamais traité de mouvement terroriste. Il faut toujours faire attention avec tout ce qui entoure le président de la République, M. Kabila. Ça pose toujours des problèmes pour des consommations quand ils veulent. Et le nom de Katumbi, c'est parce que la majorité, malheureusement, n'a pas un candidat. Son candidat s'appelle Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila a des difficultés compte tenu de la constitution de notre pays. C'est pourquoi il cherche, on parle du référendum même, pour chercher de dribbler. Et il ne peut pas avoir un dauphin, M. Kabila, parce que s'il a un dauphin, il sera dévoré par des requins de la majorité, ils sont nombreux. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont dans une difficulté que... ils ne sauront pas résoudre. Donc le problème est de leur côté dans cette majorité. Pour revenir au Kasaï, moi je considère que l'incident au Kasaï, c'est l'échec du régime. Total, cuisant. Et qu'aujourd'hui, il faut une enquête internationale. Est-ce que ce n'est pas une question qui va toucher à la souveraineté de notre pays? Parce que d'ici là, on va célébrer notre indépendance. Êtes-vous, oui ou non, pour ceux qui soutiennent qu'il faut une enquête un peu réduite, et pour ne pas aussi laisser la place aux impérialistes de venir nous mater davantage? Non, quand on parle de la souveraineté, c'est lorsqu'un État assure la sécurité des personnes et de leurs biens dans le pays. Lorsqu'un État travaille pour le bien-être de son peuple, lorsqu'un État s'affirme dans le Conseil des Nations comme une entité démocratique, respectueuse aux lois. Mais à partir du moment où vous n'arrivez plus à sécuriser votre peuple, à partir du moment où votre pays devient un passoire, vous suivez ce qui se passe dans les Hauts-Tuélé avec les Mororo et tout ce qu'il y a comme étrangers qui pénètrent en désordre dans notre pays. Nous sommes le seul pays au monde où quelqu'un peut venir avec ses vaches, il entre au pays. Le pillage systématique de richesses de votre pays, de l'argent pour les trésors publics, vous allez garder dans les banques étrangères, même pas banques, dans les paradis fiscaux. Bon, face à des responsables pareils, vous devenez un danger non seulement pour votre peuple, mais aussi pour l'humanité tout entière. N'oubliez pas que notre pays, la RDC, qui regorge des essences rares comme l'uranium, s'il y a cette porosité, je vais dire, de frontières, on peut venir cueillir l'uranium ici et déstabiliser toute une... Oui, vous êtes pour l'enquête, une enquête internationale. Ça ne touche pas la souveraineté. C'est pourquoi à ce moment-là, la souveraineté, ça devient simplement un slogan. Parce que vous ne pouvez pas aller pénétrer au Rwanda comme vous voulez. Vous ne pouvez pas aller pénétrer en Angola comme vous voulez. Ah, vous venez de toucher le point. Le chèque de la gestion des autorités de notre pays doit obliger la communauté internationale. C'est une ingérence humanitaire.
pour sauver le pays. Nous partageons une longue frontière avec l'Angola. Je considère cette partie comme étant une partie la plus stratégique par rapport aux 9 pays limitrophes qui nous entourent. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est visible. Votre président, donc je parle de Moïse Katumbi, il y a un rapprochement visible avec Sindika Dokolo, le gendre de l'actuel président de l'Angola. Qu'est-ce qui se trame autour de cela? Vous voulez créer une nouvelle rébellion contre le régime en place? Qu'est-ce qui se passe entre Katumbi et Sindika? Il y a des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Katumbi congolais, Sindika congolais, il n'y a aucune disposition légale ou statutaire qui peut aujourd'hui être affirmée que les jeunes... Et nous savons que les deux sont hostiles au régime en place au regard de leurs déclarations. Mais ils sont libres. Ils doivent se prononcer. Nous n'avons pas, dans la conscience de Katumbi, c'est un homme de paix. Il ne peut pas amener une rébellion. Vous avez vu au niveau de dialogue, lorsqu'il fallait parler de la décrispation, le pouvoir était sûr que nous allions nous cramponner sur le cas de Katumbi. Mais Katumbi a appelé les évêques pour dire il ne faut pas que ma personne bloque la nation. Fait passer l'article de négociation, de l'accord. Et c'était bien passé. Donc il n'est pas un obstacle. Ils sont libres. Et je ne vois pas Katumbi comme un syndicat, je peux parler au nom de Katumbi, chercher à déstabiliser le pays par la guerre. Non, je ne vois pas. Parce que si nous n'agissons pas, parce que si l'article 64 n'est pas appliqué, le Congo va se désintégrer. Le gouverneur du Nord-Kivu annonce déjà que le feu de ceux qui nous agressent aujourd'hui est même plus puissant que celui de nos forces armées. C'est-à-dire, après le Kasaï, les hostilités vont aller ailleurs. J'ai même suivi quand ils disent on n'organise pas les élections sans le Kasaï. C'est-à-dire, il faut cadeau au Kasaï. Ça, c'est un cadeau? Mais non, monsieur, je pense que le moment est arrivé pour que les Congolais, de tous les horizons, nous nous mettions ensemble, pas pour se venger contre quelqu'un, pour que notre constitution soit respectée. Et nous pensons que M. Kabila, qui est le premier des citoyens de notre pays, il doit prêcher par l'exemple, en respectant la constitution. Voilà, maintenant, on a perdu 6 mois sans que l'organisation des élections se précise. Déjà, les ballots d'essai de la CENI, de tout ce qui se réunit à Lubumbashi ou ailleurs, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection parce que l'élection est considérée par la majorité comme une corde qu'on veut attacher sur le cou de M. Kabila. Et Kabila n'est pas prêt à céder, à accepter le coup, la corde au cou. Donc les élections prendront encore du temps. Mais si les élections prennent encore du temps, la misère de notre peuple, la sécurité de notre pays, c'est là où l'Église catholique dit « Debout Congolais, dressons nos fronts parce que le pays est en danger, le pays va mal, soutenons-nous pour sauver la République. Et si la République est sauvée, M. Kabila retrouvera son compte un jour. » Nous voici au terme donc de notre débat du jour. Il nous serait donc incomplet d'éclore complètement cette émission sans pour autant vous demander de placer votre mot de la fin. Le 30 juin 2017, ça ne doit pas être une fête. C'est un jour de deuil. Nous devons nous souvenir de ces Congolais qui sont égorgés comme des animaux aujourd'hui, écrasés des têtes coupées à la suite de l'incompétence de ceux qui sont appelés à nous gérer. Le 30 juin, c'est la renaissance pour nous. Et je crois l'appel des évêques doit motiver notre comportement à partir de demain. Nous devons renaître de nouveau et nous affirmer comme de véritables fils de ce pays et protéger notre pays qui est menacé. Voilà ce que je pourrais dire en ce moment d'émotion, où le sang coule dans notre pays, où on continue à découvrir les fosses communes et que la liste est longue. C'est sur ce mot de M. Bertrand Ewanga que nous mettons complètement un terme à notre numéro du jour. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.